L'actualité, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre comme tous les jours pour balayer ensemble l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Vous pouvez nous suivre en direct vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook et YouTube. À la une, en ce mardi 10 mars, le nombre de morts liés au coronavirus passe à 30 personnes en France, plus de 1400 cas de contamination dont le ministre de la Culture Franck Riester. En Israël, on s'approche cet après-midi des 60 signalements positifs. De nouvelles mesures d'isolement ont été annoncées hier par les autorités. On fera le point sur toute cette actualité très chaude dès le début de cette édition. En Israël, où les négociations en vue de la formation d'un gouvernement minoritaire sous la conduite de Benny Gantz continuent, mais nous verrons avec Pascal Zonchen que le mouvement Kahol Lavan est parcouru par des frictions. La fête de Pourim également au menu de cette édition avec notre invité, le porte-parole du mouvement Lubavitch, le rabbin Chaim Nissembo. Mais comme tous les mardis, on retrouvera Eric Lewin en fin de journal pour la chronique Israël Business. Radio J. 30 morts, 1412 contaminations, voilà le dernier bilan du coronavirus en France. 9 nouveaux décès ont été recensés par Santé publique France hier. La France est désormais le deuxième pays le plus affecté en Europe, après l'Italie, dont nous parlerons dans quelques instants. 2 cas de contamination attirent particulièrement l'attention cet après-midi. Ils ont été détectés dans le monde politique, difficile à dire. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a été déclaré positif. Il aurait pu être en contact la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec des députés atteints par le coronavirus. La ministre de la Justice a également été testée ce matin. Nicole Belloubet est victime d'une forte poussée de fièvre. À l'Élysée, c'est le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroza, qui est désormais confiné chez lui. Il a été en contact avec un cas testé positivement la semaine dernière et doit subir un test de dépistage. Au total, la France compte désormais 7 foyers principaux de contamination en Haute-Savoie, dans l'Oise, le Morbihan, le Haut-Rhin et la Corse. L'Île-de-France reste donc pour l'instant préservée, mais jusqu'à quand ? Emmanuel Macron se trouvait ce matin au centre d'appel du SAMU de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. C'est le fameux numéro 15 que vous devez composer en cas de symptômes, et le chef de l'État a été très clair. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Le ministre, le directeur général de la Santé n'ont cessé de le rappeler. Nous sommes organisés et, en particulier nos SAMU, affrontent les débuts de cette crise. Je veux ici rappeler aussi pour nos concitoyens que 85% de celles et ceux qui seront positifs au Covid-19 et qui donc auront ce virus auront une forme bénigne de celui-ci. Et que donc la lucidité, la transparence dont nous faisons preuve doit aussi s'accompagner de beaucoup de calme en rappelant ce chiffre, 85% de forme bénigne. Parce qu'il faut pouvoir réserver le temps utile, le temps médical, aux formes évidemment les plus graves. Emmanuel Macron ce matin au centre d'appel du SAMU de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. J'ajoute que dans ce contexte, l'Élysée a décidé de renforcer la protection sanitaire du président de la République. Plus aucune réunion n'est organisée dans ses bureaux et une attention est portée aux objets qu'il touche, comme les stylos, blocs ou dossiers, indique l'Élysée. Face à la diffusion rapide de l'épidémie et pour désengorger autant que possible les cabinets médicaux et les hôpitaux, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a décidé d'autoriser désormais la téléconsultation via FaceTime et WhatsApp. Il était l'invité ce matin de France Info. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et je le dis transitoire. J'ai autorisé à ce qu'un patient qui ne peut pas aller voir son médecin ou qui estime que c'est pas prudent d'y aller, puisse contacter de préférence un médecin indiqué par l'assurance maladie, mais s'il n'en trouve pas, de préférence un médecin traitant dans son territoire, et s'il n'en trouve pas, un autre médecin, et qu'il puisse même par FaceTime ou par WhatsApp contacter le médecin qui est capable de lui faire ses ordonnances, son arrêt de travail. Le médecin sera rémunéré comme si ça avait été une consultation. Le bilan mondial des décès liés au Covid-19 a dépassé aujourd'hui la barre des 4000. Plus de 113 000 personnes ont été contaminées. Et en Israël, Gabriel Attal, 8 nouveaux Israéliens ont été diagnostiqués porteurs du coronavirus aujourd'hui, portant le total à 58. Le premier revient d'Azerbaïdjan, 3 reviennent d'Allemagne et le patient numéro 56 a été en contact avec une personne infectée inconnue. Ces nouveaux cas surviennent au lendemain de nouvelles mesures annoncées par Benjamin Netanyahou. Tous les étrangers arrivant en Israël seront à présent placés en quarantaine pendant 2 semaines. Aucun étranger ne pourra entrer sur le territoire israélien sans prouver qu'il a un endroit isolé pour effectuer sa période de quarantaine, et des décisions seront prises pour soutenir l'économie israélienne, a ajouté le Premier ministre. Et dans le ciel, Gabriel, 2 compagnies aériennes israéliennes ont annulé leur vol à l'étranger.
Arkia a décidé de mettre fin à ses lignes à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. La compagnie mettra davantage de ressources pour renforcer des lignes internes, notamment celles vers Eilat. De son côté, Israel Airlines a annoncé qu'elle annulait ses vols à l'international à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois de mars. La compagnie a précisé qu'elle rapatriera d'ici la semaine prochaine les ressortissants israéliens, environ 5000, qui sont encore à l'étranger. Les médias israéliens reviennent évidemment sur les annonces des autorités sanitaires israéliennes et consacrent par conséquent moins de pages que d'ordinaire aux festivités de Purim. C'est ce que nous rapporte Daniel Haïk, une revue de presse en partenariat avec Studio Kalita. Nous aurions aimé ce matin, à l'occasion de la fête de Purim, ouvrir cette revue de la presse par un titre joyeux, par une photo de gamins israéliens déguisés, comme c'est la tradition dans les quotidiens israéliens. Mais malheureusement, la réalité, l'incroyable réalité d'aujourd'hui ne nous le permet pas. Et ce matin, en ce jour de Purim, la une du Yediot Aharonot est tout à fait particulière et elle se distingue même des autres quotidiens israéliens. Cette une, elle informe les Israéliens de la décision réellement dramatique qui a été prise hier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, une décision visant à placer en quarantaine tous les Israéliens qui rentreront de tous les pays du monde. Cette décision est valable pour les 2 prochaines semaines et elle a pris effet à partir d'hier soir à 20h. Ordre de quarantaine, titre donc le Yediot Aharonot sur une qui, comme vous pouvez le constater, ressemble plus à une alerte rouge qu'à une manchette de journal. Le Israël Hayom est moins dramatique dans sa présentation, mais le message alarmiste qu'il lance est le même. Un pays sous blocus, et le journal illustre la situation stupéfiante à l'aide de 2 photos. La première, c'est celle de l'aéroport Ben Gurion, totalement désert hier soir dans l'étage des départs. Et la seconde, c'est celle des volontaires du mouvement Chabad Lubavitch en Israël qui se sont rendus chez des milliers de personnes en quarantaine en Israël avec les précautions d'usage et leur ont récité la Megillah. Le Israël Hayom insiste aussi sur les répercussions économiques avec la chute libre des principales places boursières à Tel Aviv et dans le reste du monde. Les kabbalistes, autre titre que l'on peut voir dans la presse israélienne et même dans les médias, les rabbins kabbalistes se sont mobilisés pour tenter d'arrêter la propagation du virus. Plusieurs rabbins, dont le Rav Shlomo Amar, grand rabbin de Jérusalem, le Rav Yechiel Abuchatzera et le Rav Boaron, ont survolé hier le pays en hélicoptère. Ils ont prié dans cet hélicoptère avec beaucoup de concentration pour que le décret de cette épidémie soit aboli sur l'ensemble du territoire israélien. Ils ont sonné à cette occasion du chauffard. Qu'écrivent les éditorialistes face à ces développements, on peut dire relativement effrayants? Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, qui lui aussi est en quarantaine depuis son dernier retour de l'étranger, écrit: le cauchemar est ici, ce devait être des journées de joie avec la fête de Purim, ce sont des journées austères qui nous privent de faire la fête comme nous le devrions. Pour Boaz Bismuth, la crise économique qui est en train d'éclater avec la chute des places boursières d'hier est bien plus grave que celle de 2008. Sever Plutzker, le spécialiste économique du Yediot Aharonot, constate que la réaction des places boursières hier est le signe de la panique qui s'installe dans l'économie mondiale. Le remède, les gouvernements doivent absolument, selon lui, prendre des décisions courageuses. Amichai Attali demande dans le Yediot Aharonot aux Israéliens de se montrer responsables et de ne pas se rendre à l'étranger dans les prochaines semaines. Et il écrit en marge: le secret de la guérison du coronavirus, c'est d'être garant l'un de l'autre. Et donc, même s'il est difficile d'être en quarantaine, respecter les conditions imposées par la santé publique. Dans le reste de l'Europe, c'est la situation de l'Italie qui inquiète Gabriel Attal. Le pays tout entier est désormais en quarantaine depuis ce matin. Oui, les 60 millions d'Italiens sont priés de rester chez eux. De Rome à Naples, des supermarchés ont été pris d'assaut par des Italiens apeurés hier soir. Le pays est à l'arrêt, il compte 463 décès à présent. L'Italie prolonge la fermeture des écoles et universités jusqu'au 3 avril. Le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, a été mis en quarantaine également. Le gouvernement italien a ordonné la suspension du championnat de football, la Serie A, et appelle à éviter les déplacements dans tout le pays. Et puisqu'on parle football, Gabriel, restons-y quelques instants. L'incertitude règne toujours sur le match de Ligue des Champions, le 8e de finale Juventus-Lyon. Il pourrait se jouer à huis clos puisque l'Italie a annoncé la suspension de toutes les compétitions sportives. Le texte prévoit la possibilité de tenir des matchs de compétition internationale à huis clos. Et en plus du huis clos, il n'y aura pas de conférence de presse d'avant-match concernant la rencontre retour Paris Saint-Germain-Dortmund de demain.
Vous êtes nombreux à vous interroger sur le coronavirus. Par exemple, pourquoi l'Italie est bien plus touchée que les autres pays européens? C'est la question du jour. Et vous avez la réponse, Gabriel. La première raison, c'est que l'Italie est le deuxième pays le plus vieux au monde, derrière le Japon. Or, au vu des 44 000 cas étudiés en Chine, la gravité du Covid-19 semble augmenter avec l'âge. Dans les chiffres qui circulent, les morts italiens sont très vieux. En effet, des chiffres officiels de l'Ordre des médecins parlent d'un âge médian de décès autour de 81,5 ans. À l'inverse, par exemple, en Corée du Sud, pays touché depuis plus longtemps par le coronavirus, il y a beaucoup plus de jeunes infectés de moins de 30 ans dans les données officielles. Plus de jeunes implique moins de risques de complications. Une autre possibilité, c'est que les services d'urgence en Italie soient débordés. Et en effet, les services italiens semblent très encombrés avec 9% des patients admis en soins intensifs. Aux États-Unis, Donald Trump a promis aujourd'hui des mesures de grande ampleur contre le coronavirus qui touche également les États-Unis puisque plus de 520 cas ont été confirmés. Le président américain a été en contact avec 2 élus républicains qui s'étaient volontairement mis en isolement après avoir été exposés au virus. L'un était à bord de l'avion présidentiel, le Air Force One, hier avec le président. L'autre l'avait accompagné vendredi lors d'une visite officielle. En dépit de ses contacts, Donald Trump n'a pas souhaité dire s'il avait subi un test pour savoir s'il était porteur du nouveau coronavirus. La Maison-Blanche a finalement confirmé hier soir que le président n'avait pas été testé. 14h passées de 13 minutes, on marque une pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la deuxième partie du journal, un peu plus joyeuse puisqu'il y sera question de Pourim. À tout de suite. Israélienne maintenant, le président Reuven Rivlin doit recevoir les dirigeants des partis politiques à partir de dimanche prochain et il aura une question a priori simple à leur poser. Quel candidat à la fonction de Premier ministre soutenez-vous? Au moment où on vous parle, c'est Benny Gantz qui fait la course en tête, même si le parti arabe Balad a indiqué tout à l'heure qu'il n'appuierait aucun candidat. Ce matin, c'est le numéro 2 de la liste bleu-blanc qui a évoqué sur Facebook sa vision des options possibles pour la formation d'un gouvernement. Yair Lapid en note 2 difficiles. La meilleure serait, selon lui, celle d'un gouvernement d'union nationale, mais il ajoute c'est celle que Bibi, en l'occurrence Benjamin Netanyahu, a disqualifiée. Yair Lapid soutient donc un gouvernement minoritaire avec le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenou et le parti travailliste, mais sans la liste arabe unie, qui ne soutiendrait le gouvernement que de l'extérieur. Le numéro 2 de Kahol Lavan exclut en tout cas l'organisation d'une 4e élection dans quelques mois, une option selon lui inexistante. Benny Gantz poursuit de son côté son offensive politique pour tenter de former un gouvernement minoritaire, mais l'opération est d'autant plus compliquée que le parti centriste israélien est loin d'être homogène. L'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi serait ainsi opposé à une alliance avec les députés arabes, tout comme 2 députés du parti Telem alliés à Benny Gantz. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Les partis centristes sont une tradition dans la politique israélienne, même si leur durée de vie n'excède généralement pas plus de 2 ou 3 législatures. Souvent créés par des transfuges de partis existants, soit plus à gauche, soit plus à droite, ils correspondent à l'électorat qui oscille entre ces 2 tendances. Jusqu'ici, la plus spectaculaire réussite avait été celle du parti Kadima, fondé par Ariel Sharon, qui avait remporté 29 sièges à la Knesset aux législatives de 2006. 7 ans plus tard, il n'avait plus que 2 députés. Dans le cas de Bleu-Blanc, le scénario est un peu différent. Un parti de centre-droite laïque existait déjà, Yesh Atid, fondé en 2012 par l'ancien journaliste Yair Lapid. Début 2019, alors que la Knesset vient d'être dissoute, un nouvel acteur arrive sur la scène politique, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz. Il annonce la création d'un nouveau parti, Chosen l'Israël, sur le même segment. Il réunit autour de lui des personnalités de la société civile ou engagées dans la politique locale, mais sans acteurs de premier plan. Au niveau national, l'ancien chef d'état-major sait que ses chances sont réduites. Un autre ancien commandant en chef de Tsahal, Moshe Ya'alon, s'est aussi engagé dans la course électorale à la tête du parti Telem. Transfuge du Likoud et ancien ministre de la Défense et d'un gouvernement Netanyahou, Moshe Ya'alon s'est entouré de candidats proches de ses positions politiques conservatrices et qui se positionnent au centre-droite. Lapid, Gantz et Ya'alon décident de faire alliance pour accroître leurs chances de se présenter comme l'alternative au Likoud et réunissent leurs 3 partis sous la bannière bleu-blanc. Pour faire bonne mesure, ils persuadent un 3e ex-chef d'état-major, le général Gabi Ashkenazi, de les rejoindre. Ce mariage d'intérêts fonctionne puisque bleu-blanc obtient 35 sièges aux législatives d'avril, puis 33 au scrutin de septembre et 33 encore
aux élections du 2 mars. Mais si le poids politique de Bleu-Blanc est incontestable, son positionnement politique est lui plus confus. D'abord parce que les élus qui composent la ligne centriste couvrent à peu près tout l'éventail idéologique israélien, de Meretz à l'extrême gauche avec la députée Yesh Atid Yael German, jusqu'à la droite conservatrice avec Moshe Ya'alon. Trouver un dénominateur idéologique commun est donc une première difficulté. Ensuite, parce que la direction de Bleu-Blanc est partagée par pas moins de 4 personnes, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi et Moshe Ya'alon, les 3 généraux, et le civil Yair Lapid. Autour d'eux, des proches conseillers complètent l'état-major, que les Israéliens ont surnommé le cockpit. Pour les 2 derniers scrutins, Gantz et Lapid avaient passé un accord par lequel ils étaient censés succéder à la tête du gouvernement. Cette fois-ci, le dispositif dépendra aussi des autres partenaires potentiels. Bleu-Blanc est donc devenu une réelle force politique, mais dont le fonctionnement est une mécanique extrêmement compliquée. Tout tient par 2 intérêts partagés, le désir de gouverner et celui de faire sortir Benyamin Netanyahou du paysage public. Une tentative d'attaque au couteau a été déjouée ce matin à Jérusalem. Le terroriste a été neutralisé, Gabriel. Le suspect a sorti un couteau avec l'intention de blesser la police des frontières stationnée au poste de police de Chalem. La police a réussi à saisir le couteau de la main du terroriste avant qu'il ne puisse blesser quelqu'un. L'autre actualité du jour, c'est évidemment Pourim. Et en ce 14 Adar, nous avons le plaisir de recevoir le rabbin Chaim Nissenbaum, le porte-parole du mouvement Lubavitch. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Rav Nissenbaum, le mois de Adar incarne dans la tradition la joie. Comment être joyeux aujourd'hui, pleinement enthousiaste, alors que l'atmosphère est pesante, presque anxiogène? Il faut arrêter de croire que la joie, c'est quelque chose d'automatique et de facile. La joie est une chose qui demande un effort. Nous vivons en dehors, tout coronavirus mis à part, toute affaire internationale mise à part. Nous vivons de toute façon toujours dans un environnement d'une certaine manière oppressant, voire oppressif. Nous, peuple juif, nous sommes dans une situation d'exil. Le monde tout entier vit cette situation d'exil avec nous, même s'il n'en est pas conscient. Et puis, de manière générale, il y a les problèmes du quotidien. Alors, comment être joyeux? C'est tout le secret de Pourim. Souvenons-nous de l'histoire. Les Juifs se trouvent à l'époque en exil en Babylonie, donc notamment dans la capitale, Shushan, Suse. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils sont en train peu à peu de perdre leur identité juive. Et il y a un homme qui s'appelle Mordechai, qui est au courant d'un complot visant à exterminer tout le peuple juif en un jour, c'est-à-dire hier, pour dire les choses de manière actuelle. Et cet homme, elle aurait pu faire comme nous avons tendance à le faire parfois devant de telles épreuves, dire qui peut-on? Nous avons les plus puissants du monde en face de nous, nous ne sommes rien, nous n'avons pas de force. Que fait Mordechai? Il prend les choses en main. Non seulement ça, mais il donne des moyens. Et des moyens qui ne sont pas rationnels. Il propose de jeûner, il propose de se réunir et d'étudier, puis on se prépare quand même à combattre. Parce que malgré tout, faut... Une part de réalisme politique, malgré tout. Tout à fait. Mais ce qui assure la victoire, ce n'est pas le réalisme politique. C'est cette espèce d'espérance invraisemblable que possède le peuple juif, finalement. Et c'est ce que dit Mardoché à Mordechai et à Esther. Si tu n'agis pas, Dieu agira par d'autres moyens que toi. Exactement. Et c'est toi qui disparaîtras, pour aller jusqu'au bout de ce verset cruel. Et Esther réagit bien sûr. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes dans la même situation. Comme dit le Talmud, à la fin de l'histoire de Pourim, il conclut « Akate avdeh d'Achashverosh anam » Même si nous avons vaincu, même s'il y a une libération à Pourim, nous sommes toujours les serviteurs d'Achashverosh, d'Assuérus, c'est-à-dire que nous sommes restés en exil. Et c'est pour cela que nous jeûnons? Nous jeûnons pour une autre raison. Nous jeûnons justement pour manifester notre confiance en Dieu. C'est le jeûne que les guerriers juifs, avant de partir au combat, faisaient. Parce que le décret, je précise, parce qu'a priori, le décret de Haman a disparu. Eh non, il n'a pas disparu. Lorsqu'on lit le texte de la Megillah, le décret d'Haman n'a jamais disparu. Il avait envoyé un courrier dans tout l'Empire, les 127 pays qui constituaient l'Empire, de l'Inde à l'Éthiopie, c'est quand même grand. Et il avait envoyé une lettre à tous les gouverneurs disant qu'en ce jour-là, tous les habitants doivent s'armer, on leur distribuera des armes et qu'ils aillent exterminer les Juifs. Cela ne peut pas être abrogé. C'est porteur du sceau de l'empereur et en ce temps-là, on ne peut pas abroger ce que l'empereur a signé. Alors que fait-on? L'empereur, on le voit dans le texte. Vous voulez dire qu'il a une réalité aujourd'hui, d'une certaine manière métaphysique, ce décret
Ah, mais c'est clair. Il est notre situation en exil. Qui est Haman ? Haman est le descendant de notre ennemi ancestral, héréditaire. Il est le descendant d'Amalek. Mais il faut que l'on soit nous-mêmes Mordechai. N'attendons pas le héros qui va nous sauver, même s'il viendra certainement. Nous devons nous-mêmes être le Mordechai de notre temps. C'est-à-dire dire, nous sommes juifs, nous existons. Nous maintiendrons ce que nous sommes, avec la fermeté d'un Mordechai. S'il faut prendre les armes, c'est ce que fait Mordechai. Il fait un deuxième décret qu'il envoie aussi avec la permission d'Achashverosh, avec la permission d'Assuérus, disant « Vous avez le droit de vous défendre, prenez les armes ». Bien, nous aussi. Alors, il ne s'agit pas de prendre des armes matérielles, évidemment, ce n'est pas le sujet. Mais nous avons le droit, et même le devoir, de prendre les armes spirituelles qui feront que nous passerons les étapes difficiles. Et même si le temps nous dit « abandonnez », désespéré, même matériellement ça ne va plus, la santé ne va plus, l'économie ne va plus et que sais-je encore, et les menaces grandissent. Bien, nous devons être ceux qui disons non. Tout grandit, mais nous sommes capables de résister à tout cela. Il suffit peut-être de le vouloir. Cessons de baisser les yeux au sol, levons la tête vers le ciel et nous verrons que les nuages se dissipent. Chaim Nisemo, les enfants et certains adultes, comme moi, je suis venu, et la caméra en atteste avec mon déguisement de Batman, se déguisent comme de coutume avec plus ou moins d'originalité le jour de Pourim. Pourquoi se déguise-t-on en Batman ou en Harry Potter ? Est-ce que finalement nos vêtements ordinaires sont comme une sorte de faux semblant dont il faudrait se départir au moins une journée dans l'année ? Ce que nous disons ici, c'est encore beaucoup plus profond que cela. C'est nous dire que nous croyons finalement que l'histoire de Pourim est une histoire naturelle. C'est une histoire comme il aurait pu s'en passer des centaines, une espèce d'affrontement politique à la cour de Perse. Mais ce n'est pas cela. Dieu n'est pas cité une seule fois dans le texte de la Megillah. Est-ce qu'il en est absent ? Eh bien non, justement. Dieu se déguise à l'intérieur de l'histoire de Pourim. Nous ne le voyons pas, mais il est présent à chaque étape de son déroulé. Bien, nous faisons pareil. Nous nous souvenons que finalement les ressorts de l'histoire, parfois ne sont pas visibles, mais que par notre attachement à ce que nous sommes, c'est nous qui pouvons les faire bouger et d'une certaine manière, en toute modestie, changer le monde. Merci beaucoup, Chaim Nisemo, d'avoir été mon invité cet après-midi. Pourim Sameach et à bientôt sur Radio J. Pourim Sameach, une très bonne fête à tous. Le reste de l'actualité en France et de l'actualité politique à 5 jours du premier tour des municipales. France Info organise en partenariat avec France 3 Paris-Île-de-France et France Bleu Paris le dernier débat entre les principaux candidats à l'élection municipale à Paris, Gabriel. 7 des 8 têtes de liste seront présents sur le plateau pour débattre, à savoir la maire sortante Anne Hidalgo, Rachida Dati des Républicains, Agnès Buzyn de La République En Marche, Cédric Villani, ex-La République En Marche, David Béliard d'Europe Écologie Les Verts, la candidate de la France Insoumise Danielle Simonet et Serge Federbusch du Rassemblement National. 3 grands thèmes seront abordés: vivre à Paris, l'espace public parisien et votre Paris demain. Parmi ces thèmes, de nombreux sujets seront débattus comme le logement, l'éducation, la pollution, les commerces, la fiscalité, le tourisme, les Jeux Olympiques et les grands projets. Merci Gabriel Attal. On marque tout de suite une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour Israël Business. Bonjour Eric Léoïne. Bonjour Steve. Pourim Sameach, on vous retrouve comme tous les mardis pour Israël Business et vous démarrez cette semaine avec une bonne nouvelle pour le PIB israélien. Je sais pas comment on dit cocorico en hébreu. Moi non plus. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui savent. Oui, il y a une étude du magazine The Economist qui compare les PIB par habitant dans le monde selon les différents pays. Et figurez-vous que le PIB par habitant en Israël est de 44 860 $. On est au-dessus de la Grande-Bretagne, de la France, ou encore du Japon, et Israël n'est qu'à quelques encablures du PIB allemand, actuellement de 47 000 $, en moins de 20 ans. C'est-à-dire depuis 2003, le PIB a augmenté de 300%. Pourquoi ? Eh bien, la montée en puissance de la tech, en Israël. C'est un énorme booster de croissance, et c'est pour ça qu'on en est là, et c'est sans doute pas fini, puisque vous savez tout ce qui est le pétrole, le gaz notamment. Ça devrait encore augmenter, on pourrait être assez rapidement, c'est-à-dire d'ici 5 ans, d'après les prévisionnistes, au-dessus des 50 000 $. Malgré une population qui est bien moindre que celle de l'Allemagne, par exemple. Oui, mais ça n'a rien à voir, parce que vous savez, on fait un PIB par habitant, donc vous prenez le PIB global et vous divisez par le nombre d'habitants. Donc c'est une mesure, on peut être au-dessus de l'Allemagne, même si on a simplement 9 millions d'habitants en Israël. C'est bien noté. Eric, Israël n'est pourtant pas épargné par le coronavirus. Oui, alors je vais pas faire une chronique boursière, mais très franchement, c'est un petit peu problématique. On a eu 2 séances catastrophiques en Israël. Aujourd'hui, c'est fermé pour cause de Pourim. On a eu moins 5% dimanche, puisque la bourse est ouverte. On a eu moins 6,5%. Alors que se passe-t-il ? Il y a
d'un gros problème au niveau notamment de la restauration, du tourisme. Et le Netanyahou a d'ailleurs chargé son ministre des Finances de créer un fonds d'urgence pour soutenir les entreprises qui sont considérées comme fondamentales pour l'économie israélienne. Alors, il y a une ligne de crédit de plus d'$1 milliard afin de prêter de l'argent aux PME. Vous savez que très souvent, dans le cas d'un coronavirus, ce sont pas les grandes entreprises qui trinquent, ce sont pas les grosses boîtes, ce sont surtout les petites entreprises qui ont des problèmes parce que tout s'arrête, il y a plus de commandes, il y a la chaîne de production qui ne fonctionne pas. Et donc, le gouvernement israélien va tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ça aille mieux. Pour éviter que ça n'affecte la croissance du pays. Pour éviter que ça n'affecte la croissance et surtout pour que les entreprises ne déposent pas le bilan. Parce que quand vous avez une entreprise de 15-20 salariés, que 10 personnes sont confinées chez elles avec des difficultés pour être en télétravail parce que c'est pas une activité de télétravail, vous pouvez très vite mettre la clé sous la porte. Et puis même les grosses sociétés ne vont pas bien. Je vous parlais d'El Al la semaine dernière. Eh bien, ça va encore. C'est pas terrible puisque l'action vient de perdre encore 15% sur la semaine. L'action a fait encore moins bien que le TAS israélien sur cette période. Et il y a eu des mesures chocs qui ont été annoncées. Licenciement immédiat de 1000 employés, plus symbolique, la réduction de 20% du salaire de ses dirigeants. Alors, la compagnie aérienne demande une aide parce qu'elle est en partie encore détenue par l'État et elle considère que l'État a amplifié la crise avec les mesures draconiennes de confinement. Alors, les pertes sont énormes. Avant l'annulation des vols sur l'Europe, on était déjà à une perte de l'ordre de $70 millions. Donc là, les experts estiment que ça peut atteindre entre 100 et 120 millions de dollars pour le moment. Donc il y a urgence. La compagnie est menacée ? La compagnie, alors c'est toujours la même chose, comme c'est une compagnie qui est un petit peu quand même monopolistique, même si on a la concurrence d'Air France, la compagnie va pas disparaître. Je vois vraiment pas elle disparaître, mais si on ne fait rien, ça peut être de plus en plus problématique, parce que si la crise dure, il y a de moins en moins de vols, et donc la compagnie est touchée de plein fouet. On a le même problème avec Air France. Pour faire une comparaison, Air France en bourse a perdu 55% en l'espace d'un mois, avec des résultats qui sont très mauvais, avec un trafic en baisse, et encore Air France dessert quand même beaucoup plus de liaisons dans le monde qu'El Al, où El Al, vous supprimez l'Europe, vous réduisez les États-Unis, c'est assez problématique. Donc ça aura évidemment aussi également un impact sur les emplois. Sur les emplois, il y a déjà eu 1000 personnes de supprimées. On parlait de 3 à 4 000 emplois. Ouais, c'est problématique. C'est pour ça qu'à mon avis, en plus, c'est un emblème, si vous voulez. C'est-à-dire que là, beaucoup de Français qui vont en Israël, quand vous leur posez la question, sans parler du prix, disent on préfère El Al pour la sécurité. Donc, c'est vrai que c'est un emblème national. Je vois pas le gouvernement laisser tomber El Al. Je le disais la semaine dernière, mais il faudrait peut-être recapitaliser tout ça, renflouer tout ça et réinjecter de l'argent frais, parce que c'est assez quand même problématique la situation d'El Al. En tout cas, l'économie israélienne, Eric, va être touché de plein fouet par la crise. Oui, alors là, on était sur la microéconomie, c'est-à-dire qu'on parlait des sociétés. En termes macroéconomie, ça pourrait coûter 3 milliards d'euros ou 12 milliards de shekels. Il faut savoir que on a à peu près un PIB qui progresse de 3 à 3,5%. Eh bien, il pourrait basculer et ne faire que 2% de croissance cette année. Donc, il y a une forte réduction. À noter, et je terminerai quand même par la bonne nouvelle de la semaine en Israël. C'est Pourim. C'est que c'est Pourim, c'est une bonne nouvelle. Et puis, l'euro vient de reprendre 10% contre le shekel en l'espace d'une semaine. C'est-à-dire qu'on était à 3,70 et tout le monde s'inquiétait en disant 3,53. Maintenant, on est sur des niveaux de 4. Pourquoi ? Parce que très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, la Banque centrale américaine a baissé ses taux d'intérêt, donc le dollar est moins intéressant, les gens se sont reportés sur l'euro, et en général, quand l'euro monte contre le dollar, à 90% des cas, il monte également contre le shekel. Donc pour les touristes qui vont en Israël, il n'y en a pas beaucoup. Leur pouvoir d'achat. Il n'y en a pas beaucoup, mais en admettant que les touristes reviennent en Israël et qu'on arrête avec cette satanée épidémie de coronavirus, eh bien, la vie en Israël sera moins chère, et pour les retraités, et pour les gens comme vous et moi, qui allons souvent en Israël. Merci beaucoup, Eric Lewin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur Radio J à 15h. Bon après-midi. Pourim Sameach. Retrouvez cette chronique